Madame, Messieurs, bonsoir. Les violences à l'égard des femmes et spécifiquement l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie sont de plus en plus persistantes dans nos communautés. Des accusations de sorcellerie sont régulièrement portées à l'encontre des femmes fragilisées par le poids de l'âge, très souvent esseulées et qui sont par ailleurs sans défense ni soutien. Ces accusations sont très souvent suivies de violences verbales, physiques et psychologiques. La rupture violente et brutale des liens familiaux inscrit ces femmes au registre de la déchéance et de l'exclusion sociale et les confronte immédiatement à la vulnérabilité. Mises au banc de la société, les plus chanceux se retrouvent dans des centres d'accueil. Il faut dire qu'en dépit de l'existence d'instruments juridiques en la matière et de nombreuses actions entreprises pour lutter contre le phénomène, force est de constater qu'il a encore la peau dure. Et c'est de cette situation que nous allons parler ce soir avec nos invités sur le plateau. Il s'agit de l'abbé Herman Ouedraogo, secrétaire général de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, madame. Nous avons sur ce plateau également la sœur Germaine Sawadogo, assistante pastorale du centre d'Eluandé. Bonsoir et bienvenue. Nous avons sur ce plateau monsieur Maxime Zungrana, parajuriste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Nous avons pour terminer Naba Sigri, chef de canton de Pawam Toré à Touessé, c'est dans le Bazega. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons planter le décor avec un reportage. Depuis quelques années, la commission épiscopale Justice et Paix Burkina Faso plaide pour la réinsertion sociale des femmes accusées de sorcellerie. Ces femmes marginalisées et bannies de leur communauté sont accueillies au centre d'Eluandé de Sakoula. Face à cette situation déplorable, la commission vient en aide à ces personnes pour leur retour en famille. C'est un reportage signé de Oumou Sissé. Centre d'Eluandé de Sakoula, refuge des femmes marginalisées, accusées de sorcellerie, rejetées par leur famille, chassées de leur village, Marie et Angèle nom d'emprunt, comme la centaine de personnes ici, vivent aujourd'hui dans l'ombre, marquée à jamais. Mes parents m'ont donné en mariage et par la suite, j'ai accouché de plusieurs enfants. Lors d'un de mes accouchements, l'enfant est décédé. On m'a accusé d'en être la responsable et j'ai été répudiée. C'est ainsi que je suis partie sans repère et je ne savais pas où aller. Dans ma recherche d'un abri, j'ai eu vent d'une maison qui accueille les personnes vulnérables sans famille. C'est ainsi que je me suis retrouvée ici. Souvent mère et grand-mère, elles voient leur vie basculer du jour au lendemain. Et pour Marie et Angèle, la sorcellerie reste une accusation lourde qui frappe souvent les plus vulnérables, des femmes âgées et des veuves sans défense. Un simple malheur, une maladie ou même un mauvais regard suffit parfois à déclencher la machine infernale des soupçons et des accusations. Je suis ici parce que ma famille est allée dire à ma belle famille que j'ai possédé quelqu'un. Ceux-ci m'ont demandé de boire un produit. J'ai eu des vertiges et je ne me rappelle plus de la suite des événements. Je me suis réveillée chez mes parents où j'ai séjourné quelque temps et un jour, j'étais contrainte de partir à cause des ragots des gens. Et mes parents aussi n'ont pas eu le choix que de suivre la masse. Ici, au centre d'Eluandé, créé depuis 1966, 180 personnes, dont 5 hommes, bénéficient d'une prise en charge complète. Le centre leur offre un refuge, un espace de répit et d'espoir. Nous sommes ici pour protéger ces femmes qui sont exclues socialement par la société, par les familles. Et là où nous essayons de restaurer les vies intégralement, ça veut dire qu'on les héberge ici, on les prend en charge entièrement. Donc quand ils arrivent ici, souvent ils arrivent par bouche à l'oreille et puis ils trouvent la maison. Quand ils arrivent, on fait l'entretien avec elles
et puis on prend tâche avec les personnes de son village s'ils ont les contacts. Il y a certaines qui arrivent ici sans rien tout à fait. La patali donc neba ni sindi mama bala abjota bamba opashotiange ya kwamba ya banro papa mamie ya pet mam jitenga bala la net pa we mam nyaar sambia il faut me pas me lever anti kibita oria chuno rabemo la kama patarme fanga. Pour faciliter leur réinsertion sociale et un possible retour dans leur famille, la Commission épiscopale Justice et Paix les accompagne dans ce processus délicat et essentiel à leur dignité. Avec la Commission de Justice et Paix et puis les pareils juristes, on arrive à faire la médiation avec la famille. Ça dépend des familles. Parfois, ça peut prendre des années et des années, vous attendez. Parfois, ça peut passer vite, mais que vous êtes même étonné. À Delwende, la vie continue entre occupation et silence plein de souvenirs. Mais chaque regard, une même question persiste. Un jour, pourront-ils enfin rentrer chez eux? Voilà, une question que nous nous posons également sur ce plateau. Et nous allons passer la parole à nos invités sur ce plateau pour leur réaction avant de commencer à l'entretien proprement dit. Monsieur l'abbé, vous avez la parole. Réaction après ce reportage. Oui, en guise de réaction, je dirais simplement 3 choses. La première chose, c'est que c'est très émouvant. La deuxième chose, c'est que ça interroge certaines pratiques de nos milieux socioculturels. Et la troisième chose, c'est que ça nous interpelle. Donc, juste ces 3 choses. D'accord. Ma soeur? Moi, je parlerai plus de l'interpellation et inviter les gens à accepter ces femmes auprès d'eux. D'accord. Monsieur Zungrana, vos impressions? Un pincement au corps. J'ai écouté plus d'une 50aine de femmes, mais chaque fois que je les écoute, j'ai un pincement au cœur. Okay. Qu'est-ce que je peux faire pour leur venir en aide? Chef? Bon, merci beaucoup. J'allais dire que c'est l'interpellation surtout. Voilà, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en transition entre le passé et ce que nous vivons actuellement. Donc, c'est l'interpellation. Surtout ça. D'accord. Alors, monsieur l'abbé, l'un de vos objectifs, c'est de défendre ces femmes. Mais avant, on va vous demander de présenter la commission. D'accord, merci madame. La commission épiscopale Justice et Paix est une structure de la conférence épiscopale du Burkina, conférence épiscopale Burkina-Niger, mais la commission travaille sur le territoire national du Burkina, donc elle n'intervient pas jusqu'au Niger. Elle a une 20aine d'années d'existence. C'est un organe qui a été mis en place par les évêques du Burkina pour s'occuper de tout ce qui concerne les droits humains, la cohésion sociale, la défense des personnes vulnérables. Et en guise de comparaison, on pourrait dire que c'est comme un ministère. Voilà, je prends toujours cet exemple. Quand vous avez un président avec des ministres et des ministères, c'est un peu comme ça. On a un président de la conférence épiscopale avec des évêques qui sont ses pairs, et chaque évêque est responsable d'une commission. Vous avez la commission Justice et Paix qui s'occupe des droits humains, de cohésion sociale, et ainsi de suite. Et à côté, vous avez d'autres commissions comme l'OCADES, comme l'éducation catholique et bien d'autres. Donc voilà ce que je peux dire très rapidement sur la commission Justice et Paix. Donc le président de la commission épiscopale Justice et Paix, c'est Monseigneur Alexandre Bazier, l'évêque auxiliaire de Kourgou, et moi j'en suis le secrétaire général. Voilà. Alors, je le disais tantôt, l'un de vos objectifs, c'est de défendre ces femmes menacées d'exclusion ou exclues par allégation de sorcellerie. Qu'en est-il de la situation? Alors, disons que l'Église a toujours eu un choix préférentiel pour les personnes vulnérables, pour les personnes sans défense. Et c'est toujours dans cette perspective que travaille la commission Justice et Paix. C'est d'essayer de mettre les personnes qui sont tombées, les mettre debout, ceux qui sont laissés au bord du chemin, les remettre dans la marche. Voilà, c'est dans cette dynamique que nous travaillons.
Nous sommes dans un contexte général où on a des personnes qui sont vulnérables et je pense que les femmes constituent une catégorie très vulnérable. Et parmi ces femmes qui sont vulnérables, on a ces femmes qui sont accusées de sorcellerie ou qui sont exclues par allégation de sorcellerie. Et donc nous avons pris à bras le corps la question et nous essayons de travailler à remettre ces femmes debout, à les réintroduire dans leur milieu de vie. Et nous ne faisons rien d'autre que ce que faisait Jésus en son temps, voilà, qui n'a pas écarté les personnes qui ont été ou accusées ou condamnées, mais qui a toujours essayé de ramener, de rassembler, de créer de l'unité, de le mettre debout et puis de sauver. Voilà, donc c'est toujours dans cette dynamique que nous faisons notre travail. Alors pourquoi avoir choisi de faire de cela votre cheval de bataille? Alors nous en avons fait notre cheval de bataille parce que d'abord c'est des personnes humaines. Voilà, là où un homme là est Dieu. Et de toute façon, on ne peut pas prétendre chercher Dieu et aimer Dieu tant qu'on n'aime pas l'homme qui est fait à son image. Voilà. Et partout où il y a une souffrance, nous estimons que c'est là aussi que Dieu nous appelle. Et quand on prend, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui sont dans des domaines de souffrance, nous estimons que cette catégorie de femmes-là constitue une catégorie particulière et nous avons estimé qu'il était de notre devoir de leur venir en aide. De toute façon, la femme c'est la vie c'est la femme. Si la femme est traitée de cette manière, alors je ne sais pas quel sera l'avenir de la société, quel est l'avenir de la société. Je pense que la manière dont nous traitons les femmes, qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, ça donne une certaine image de ce qu'est notre société. Et plus nous battrons pour aider ces femmes, pour les remettre debout, plus nous allons contribuer à rendre notre société beaucoup plus belle et beaucoup plus viable. D'accord. Je me retourne vers sœur Germaine Sawadogo. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le centre? C'est vrai qu'on a suivi un reportage, mais on aimerait en savoir un peu plus sur le centre, la création et tout. Ok, merci. Le centre a été créé en 1966 et en ce moment, il était confié à l'État. Mais depuis 1983, l'État a demandé à l'archidiocèse de Ouagadougou de s'en occuper pour la gestion. Et raison pour laquelle nous sommes là-bas. Et le centre était logé à Tanguay, mais depuis 2016, il a été inondé. Donc, il a été délocalisé à Sakula. Alors, dites-nous, c'est vrai qu'on l'a suivi, dans quel état, en fait, ces femmes se retrouvent, sont accueillies dans le centre? Bon, psychologique, quel état psychologique, physique ou mental ces victimes-là sont accueillies? Ok. Et dès leur arrivée, je dirais que ce n'est pas du tout facile. Et il y a beaucoup qui nous arrivent, et très émotifs. Et je dirais plis de peur et physiquement battus. Et d'autres sont parfois fracturés. En tout cas, elles arrivent vraiment au centre avec une certaine peur. Elles ne savent pas si elles seront reçues ou pas. Ouais, mais vous les recevez toutes? Comment ça se passe l'intégration? Et dès qu'il y a un ou une nouvelle arrivée, et nous les laissons au moins une semaine pour qu'ils puissent se les saisir et avant de les écouter. Nous allons nous retourner vers M. Zungrana, Maxime Zungrana. Vous êtes parajuriste, c'est bien ça? Oui. Alors, vous êtes les acteurs de première ligne à côté de la commission dans ces actions et particulièrement dans la lutte contre l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. Dites-nous quelles sont vos actions, quelles sont les activités que vous menez sur le terrain? Ok, merci bien. Sur le terrain, il y a deux types d'activités que nous menons. D'abord, la sensibilisation et deuxièmement, la médiation. Par la sensibilisation, nous faisons des théâtres fora, nous faisons des ciné-débats et nous faisons des sensibilisations à faire toutes sortes de canaux que nous pouvons utiliser pour sensibiliser la population sur le phénomène de la sorcellerie. Maintenant, pour la médiation, nous faisons des médiations pour la réinsertion des femmes accusées quand ça marche, bien sûr. D'accord. Des difficultés sur le terrain, comment se passe le travail? Les difficultés, ça n'en manque pas. Un sujet assez délicat et c'est très délicat. On peut dire que maintenant, même les gens sont commencés à parler, donc il y a beaucoup d'améliorations. C'était un tabou. Vraiment un tabou. Voilà. Et il y a des difficultés quand même majeures et qui sont de deux sortes. Okay. Premièrement, il y a les us et coutumes de la société.
voilà, qui freinent beaucoup le travail sur le terrain. Il y a des zones où quand une fille est mariée, elle n'a pas eu le droit de repartir dans sa propre famille, quel que soit le motif de son exclusion. Et deuxièmement, nous avons les leaders religieux. Voilà, je parlerai plutôt des leaders d'opinion. Beaucoup sont réfractaires à la réinsertion des femmes. Voilà une difficulté majeure aussi. Et quand ça arrive, comment vous vous débrouillez? Comment ça se passe? Bon. Vous arrivez à travailler? Oui, nous sommes obligés de travailler parce que ce n'est pas tout le monde qui refuse. Voilà, nous cherchons des personnes de ressources, des personnes favorables qui vont nous aider dans la médiation. Alors, nous sommes avec Naba Sigri, un sujet assez délicat, un tabou, tantôt M. Zungrana le disait. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? Merci. Alors, ne me rendez pas sorcier surtout, parce que c'est un sujet qui est vaste. Autant c'est bénéfique, autant c'est maléfique. Mais je crois que lorsqu'on arrive à vos allégations, je dirais que ce sont des pratiques magiques qui est destinées à détruire l'homme, la plante, les animaux, ainsi de suite. Alors, donc pour notre cas, quand nous allons parler, comme nous sommes en train de parler de l'exclusion sociale, j'allais dire que c'est de la magie noire qui ne sert qu'à faire du mal aux humains. C'est de la magie noire. Ce sont des pratiques, ce sont des arts, c'est purement maléfique. À l'endroit des humains, c'est faire du mal. Alors, quelles peuvent être ces causes-là? Pourquoi choisir de faire cela? Quelles sont ces causes? Bon, il n'y a que deux causes qu'on peut faire ressortir. Ça veut dire que la personne peut avoir hérité ou que la personne a dû s'initier. Et il y a beaucoup de choses qui amènent les gens à ces pratiques. Vous voyez, dans cette société où nous vivons actuellement, tout n'est pas rose. Donc les gens, par des comportements qu'on ne dit pas, sont obligés d'aller se mettre là-bas croyant qu'ils vont avoir une vie, meilleure. Et maintenant, ils se retrouvent dans un engrenage où ils ne peuvent plus sortir, où ils ne peuvent même plus se contrôler. Et donc, du coup, ça va se savoir. Voilà. Vous l'avez dit, de la magie noire destinée à faire du mal, mais il y a quand même quelques contreparties parce que certains estiment trouver peut-être le bonheur à la fin. Est-ce que c'est sûr? Un truc de positif. Est-ce que c'est sûr? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Comment cela se manifeste? Bon. Voilà, je vous ai dit de ne pas me rendre sorcier. Sans vous rendre sorcier. Exactement. Sans me rendre sorcier, la manifestation dépend, ça dépend des zones, ça dépend des coins. Si nous prenons en mal la sorcellerie, on risque de s'égarer. Parce que dans cette sorcellerie, il y a la sorcellerie blanche aussi, qui est bénéfique. Où on peut utiliser la sorcellerie par la terre, qui est brune, par l'air ou par l'eau, ou par les plantes qui est verte, ou par la magie noire là, qui est la sorcellerie noire pure. Maintenant, comment ça se manifeste? Ça dépend des zones. Ça peut être le regard, ça peut être le comportement, ça peut être les manières de causer avec les gens. Ça dépend des zones. Sinon, c'est difficile de dire exactement voilà comment ça se manifeste. D'accord. Et puis bon, là, on risque d'aller se jeter là où il faut. Surtout qu'on n'a pas sur le plateau un sorcier. Bon, je dirais que je ne suis pas sorcier. Bien sûr. C'est ça. Alors, chef, pourquoi, on ferme la parenthèse, pourquoi la sorcellerie a tendance à avoir un visage féminin? C'est ça le problème. Vous voyez, ce sont nos us et coutumes, comme M. Zungrana le disait. Vous voyez, quand une femme naît dans sa famille, on a tendance à dire que c'est une étrangère. Imaginez dans ta famille, si tu es étrangère, si tu vas dans la famille de ton mari, tu es doublement étrangère. Alors, si tu as la chance que tu es dans une famille où ça va, tu as les enfants, tu es prospère, ça va. Mais si tu te retrouves seul avec ton mari, avec un seul enfant qui va dans un autre coin pour chercher un lendemain meilleur, et que tu te retrouves seul, la première des choses, c'est la dépendance. Et lorsque tu es dépendante, tu deviens une risée. Et cette pauvreté-là va t'amener à faire des choses que tu ne veux pas. Et lorsqu'on va parler de sorcellerie, les gens ont peur d'être victimes.
les gens ont peur que ça arrive dans leur famille. Il faut trouver un bouc émissaire et ça ne peut que se diriger vers la jeune féminine à cet âge-là qui n'a plus de soutien. Et donc, quand on observe, on se rend compte que c'est ce visage-là qui est plus répandu et connu. Et connu. Okay. Surtout ça. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui sont souvent bannis aussi par... Oui, on n'en parle pas, mais il y en a. Okay. Il y en a assez. Et d'ailleurs, je dirais que tout dernièrement, on en a fait le cas où c'était, bon, quand je dis tout dernièrement, ça vaut 3-4 ans, où il y a un monsieur qui a été accusé de sorcellerie. Et plus tard, on s'est rendu que c'est dans la question politique que ça s'est sorti. On s'est rendu compte qu'il était bien parti. Et comment faire pour contrecarrer ça? Ils ont commencé à l'accuser de sorcellerie et on l'a banni du village. Pas simple. C'est pas simple. D'accord. Alors nous allons marquer une pause et écouter un leader religieux également. Il s'agit de l'imam Alidou Ilboulo. Il est de la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. On va écouter sa perception avant de revenir sur le plateau. 2 ou 3 fois, quand le centre était à Tangé, j'ai accompagné des délégations pour faire des vivres. Mais je me dis que dans un pays comme le Burkina Faso, où nous vantons l'intégrité, l'hospitalité, la fraternité, c'est une plaie et honte pour nous que nous mettons des vieilles qui ne peuvent rien faire physiquement au banc de la société. Donc si j'ai un appel, c'est que la place d'une personne âgée, c'est dans la famille, à côté de ses enfants, de ses petits-fils. Si nous, en tant qu'Africains, nous sommes même parfois en train d'accuser les Européens qu'ils mettent leurs parents à l'asile ou bien dans les EHPAD, et puis nous, c'est dans des maisons de ce genre que nous mettons nos vieilles personnes. Je pense que c'est regrettable. Maintenant, au niveau des leaders religieux, sincèrement, il faudra plus d'engagement pour la cause de la femme. Et qu'ils sachent que quand on parle de droit de la femme ou bien de souffrance de la femme, on ne critique pas la religion, mais on critique ce que les hommes ont fait de la religion, ce que les hommes exploitent, des dispositions de la religion pour asservir la femme et puis lui faire certaines choses que la religion n'a pas dit. Donc vraiment, on a besoin d'abord d'une clarification effective à leur niveau de tout ce qui entoure la femme et de ses droits, de sa protection. Ensuite, de leur engagement à être des modèles pour donner le chemin et la lumière à ceux qui les prennent comme maîtres. Si eux-mêmes, ils sont droits et ils défendent la cause de la femme, je pense que les disciples là aussi vont suivre. Alors, nous revenons sur ce plateau et je me tourne vers l'abbé Herman Ouedraogo. Alors, monsieur l'abbé, quelle est votre perception de l'exclusion sociale dont sont victimes les femmes accusées de sorcellerie? Alors, ma perception de ce phénomène, c'est comme on l'a dit tantôt, c'est vraiment une plaie. On avait espéré que avec tout ce qu'il y a comme travail, tout ce qu'il y a comme sensibilisation et les dispositions légales, on puisse arriver à bout assez rapidement du phénomène. Mais comme vous-même vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est un phénomène à la peau dure. Et actuellement, la commission, en tout cas, a cerné le problème, l'a saisi à bras le corps. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes à pas moins d'une centaine de femmes que nous avons pu réinsérer. Dans le cadre de ce projet en cours, nous avons déjà mené pas moins de 70 médiations pour à peu près 28 femmes. Sur les 28 femmes, il y a 8 femmes qui ont été réinsérées, donc il reste encore une vingtaine de femmes pour lesquelles il faut poursuivre la médiation.
On dit une vingtaine de femmes, mais on ne sait jamais parce que du jour au lendemain, on peut être interpellé sur la situation d'une femme qui est en état de sérieux problèmes et qu'il faut secourir et pour qui il faut intervenir rapidement. Voilà. Donc le problème est là, le phénomène est réel, il a la peau dure et nous avons décidé de nous attaquer à ce problème-là et d'aider ces femmes-là et de défendre leur dignité, de les ramener chez elles pour qu'elles retrouvent leur famille dans la dignité. Alors vous dites, la médiation, il y a souvent des succès et des échecs. Pour le cas des échecs, qu'est-ce qui fait que souvent ça ne marche pas? Je pense que le cas des échecs est lié à ce que le parrain Julius vient de dire tantôt. C'est lié aux us et coutumes. C'est des traditions qui existent. C'est également lié à une forme d'insensibilité de certaines personnes ou peut-être à un refus de collaborer ou à des convictions, à des certitudes. Voilà, parce qu'il y en a qui sont convaincus dans ce qu'ils font, même si la commission et bien d'autres personnes estiment que ce qui se passe n'est pas bien. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont sur le droit chemin et que c'est nous qui sommes dans l'erreur et que le choix d'accuser ces personnes de sorcellerie et de les expulser, c'est la meilleure solution. Voilà. Et donc, il faut faire de la sensibilisation, clarifier les choses. Et de notre point de vue, au-delà même de ce phénomène d'accusation de sorcellerie, on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut avoir un comportement, je dirais, déplorable. Voilà. Est-ce pour autant qu'il faut bannir la personne, bastonner la personne, tuer la personne? C'est comme je vous ai dit tantôt, nous sommes dans la dynamique de ce que le Christ nous a enseigné, toujours ramener les personnes vulnérables. Et quand vous lisez l'Évangile, vous voyez les lépreux à l'époque de Jésus, là, ils avaient des clochettes. Et quand ils approchaient, les clochettes retentissaient et eux-mêmes disaient lépreux, lépreux pour que les gens s'éloignent. Parce que la lèpre à l'époque était considérée comme un signe de malédiction. Mais qu'est-ce que Jésus faisait à l'égard de ces lépreux-là? Il les guérissait et il les réintroduisait dans la société. C'est la même chose que certaines personnes qui étaient possédées, qui étaient dans les cimetières, qui étaient à certains endroits, que les gens fuyaient, des gens qui se blessaient ou qui blessaient d'autres personnes. Qu'est-ce que Jésus fait? Il ne les exclut pas. Il les appelle, il les guérit et il les réintroduit dans la société. C'est dans cette dynamique que nous sommes. Et quelle est votre approche? Comment la commission arrive à gérer ce phénomène-là? Quelle approche vous adoptez? Alors, je pense que nous n'avons pas d'autre approche que l'approche que nous enseignent les Écritures. C'est d'abord l'écoute, être attentif aux souffrances des autres, voilà. Et se dire que partout où il y a une souffrance, Dieu est là. Parce que nous croyons en un Dieu qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ. Voilà. Nous croyons que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Donc partout où il y a une souffrance humaine, nous pensons que Dieu aussi est là. Et nous sommes en période de carême. Pour ceux qui font le chemin de croix, ils vont entendre parler de Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix. Jésus souffre sous le poids de la croix et il y a un certain Simon de Cyrène qui l'aide à avancer. Voilà. Nous sommes dans cette dynamique où nous essayons d'aider les personnes à se remettre debout, à avancer dans la conquête de leur dignité. Ce n'est pas toujours facile, il faut y croire et il faut avancer. D'accord. Voilà. Alors, Sœur Germaine, racontez-nous un peu le quotidien de ces femmes. Comment elles arrivent à vivre sans souvent tomber dans la dépression? Parce que quand on a suivi l'élément, beaucoup l'ont dit sur le plateau, on a un pincement au cœur, la tristesse. Comment ça se passe? Nous menons quelques activités pour leur permettre de ne pas être oisives. Et comme activité, nous avons la fabrication du savon et du sumbala, l'élevage, le jardinage. Et certains aussi sont sollicités dans les travaux champêtres pendant la saison pluvieuse, ce qui leur permet d'être plus proches de la population. D'accord. En dehors de ces activités, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a souvent la visite des parents, certains parents qui viennent le voir? C'est réconfortant. Comment ça se passe? Il y a certains parents qui arrivent à venir, et je dirais surtout les filles qui se cachent pour venir. Et certains aussi ne peuvent pas passer la nuit et ayant, je dirais,
s'ils n'ont pas eu la permission de leur mari, ils ne peuvent pas rester longtemps. Et le plus souvent, ce sont les femmes qui viennent. Les garçons, comme l'a dit M. l'abbé, et certains sont convaincus que leur maman est réellement sorcière, puisqu'il y a certaines même qui ont été accusées par leur propre maman. Wow. Donc ça fait vraiment... Voilà. D'accord. Alors, ma soeur, il y a plusieurs cas. Chacune de vos victimes a eu son histoire. Alors, j'aimerais savoir, au niveau de votre centre, quels sont les cas qui vont le plus marquer? Et ce qui m'a le plus marqué est que, je dirais de nos jours, il y a 2 pensionnaires qui ont leur maman. Et quand je fais la visite, c'est-à-dire quand je tourne dans les dortoirs pour leur rendre visite et que je vois la fille ou la maman, ça me fait beaucoup méditer. De voir et la maman et la fille dans le même centre. Comment ça s'est passé? Comment on se retrouve avec, bon, je ne dirais pas toute une famille, mais mère et fille? Et la maman a d'abord dévancé et au fil des années, et la belle famille ayant appris que la belle-mère n'est plus chez son mari, et ils se sont dit que la fille a été initiée et ils l'ont chassée. Il y a d'autres aussi, et c'est suite à la visite de la maman et au retour, et la famille a décidé qu'elle rejoigne plutôt la maman. Naba Sigri, ces cas sont assez... Ça fait froid dans le dos quand on écoute mère et fille. Ça arrive souvent? Ça arrive fréquemment. Vous voyez, c'est l'état de l'homme. Lorsque la famille a le courage d'indexer ses propres parents comme sorciers, qu'est-ce que vous pouvez? Il y a des cas où les enfants, les garçons ont accusé leur mère de sorcière. Parce qu'ils ont eu des petits-enfants qui sont morts de façon inexpliquée. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a que la médiation qui peut arranger ça. Si les enfants refusent catégoriquement pour conserver la vie de la maman, il faut forcément la déplacer. D'accord. Alors nous restons avec vous. Quels sont les types de sorcellerie? Comment ça se passe? C'est vrai que vous avez essayé de nous expliquer au départ. Il y a plusieurs types. Vous voyez, il y a la sorcellerie dont j'ai expliqué, par la magie. Il y a les invocations des guines. Il y a que... il y a certaines pratiques qui sont sorcières. Parce que qu'est-ce qui est sorcier? Lorsque vous n'avez pas expliqué, quand ce n'est pas cartésien, ben, vous ne pouvez que dire que ça c'est de la sorcellerie. Alors donc, ça sera très prétentieux de dire que voilà le nombre de sorciers. Vous comprenez parfaitement. Oui, ça va être très prétentieux de dire seulement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, il y a que les gens invoquent des djinns, ils mettent des génies sous leur, sous leur asservissement. Il y a tellement qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, voilà les types de sorcellerie. D'accord. Revenons à l'exclusion, qui est une pratique assez récurrente, vous l'avez dit, une pratique persistante, je le dirais. Au Burkina, qu'est-ce qui explique cela? Alors, j'allais dire que on ne peut pas dire ce qui explique ça. Ce qui a entraîné ça, c'est pour conserver la vie des vieilles personnes. Mais je dirais que le Moron, à un temps donné, avait demandé, et je l'ai dit ironiquement, chaque canton ou chaque village n'a qu'à garder sa sorcière. Si, parce qu'il ne faudrait pas déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. À Delwende, il y a des gens les sorcières vivent avec des gens là-bas. Et c'est sur ça que nous utilisons. Vous avez accusé telle vieille personne de sorcière, vous l'avez chassée jusqu'au centre d'Elwende, où elle va vivre avec une autre communauté. Et pourquoi il n'y a pas de décès là-bas? La sorcellerie, quand tu l'as de façon innée, ou quand tu es initié, cette pratique-là existe en toi. Et quand c'est comme ça, ça devient une seconde nature. Si tu l'as hérité, même quand on t'a chassé ici, tu vas vouloir essayer ici aussi. C'est naturel. Alors donc, on dit quand vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de la chose,
Ce que nous, les responsables coutumiers, faisons, on demande aux parents de venir construire une case pour leur sorcière là, ici. Et elle va rester à côté. Si elle doit manger les enfants, ce sont les enfants de la chefferie laquelle cette personne-là va manger. Et là, cette vieille-là sera en sécurité, surtout pour son atteinte de l'intégrité. Et puis bon, elle va être productive dans la société. Et en ce moment, bon, au fur et à mesure que les parents vont passer et vont voir qu'elle est là, elle est tranquille, doucement, la cohésion sociale va se réinstaller et la communication va passer de façon fluide. Et voilà comment nous, on arrive à sensibiliser les gens là pour cette allégation-là et pour cette exclusion, je vous l'ai dit. Et comment vous appréciez les conséquences de cette exclusion-là? C'est désastreux. C'est désastreux. Ça va être difficile de lister tous ces méfaits de cette exclusion-là. Parce que voilà quelqu'un économiquement qui va être en déphasage, physiquement, moralement, psychologiquement. Et finalement, voilà quelqu'un qui va dans les abîmes. Et c'est comme M. Lavé l'a dit, il faut aider les gens à se mettre debout. Et on utilise ces allégories-là pour dire aux gens que ce n'est pas la peine d'exclure quelqu'un alors que vous n'avez pas cette preuve tangible. Il faut toujours pardonner parce qu'il n'y a personne qui est saint. Il n'y en a pas. Donc, on utilise ça. Mais les méfaits Monsieur Labbé l'a dit tantôt, certains sont convaincus. Quelles sont ces preuves souvent qu'on arrive à brandir, par exemple? Ou bien il n'y en a pas? Il y en a qui sont fortement convaincus, hein, malgré si c'est leurs propres parents. Oui, c'est compliqué souvent. C'est l'homme. L'homme a plusieurs dimensions. Quand on est convaincu, on est convaincu. Même s'il n'y a pas de preuves palpables. Ils vont envoyer des explications et c'est comme si on veut coller l'explication là à ce qui s'est passé. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de sortir cette personne-là de cet état d'esprit. Alors, M. Zungrana, et M. Labbé l'a dit tantôt, souvent on arrive à avoir de la réinsertion de ces victimes-là dans leur famille. Et quand ça arrive, est-ce qu'il y a un suivi pour voir si après elle ne sera plus chassée à nouveau, rejetée? Comment ça se passe? Oui, au niveau de la commission épiscopale de justice et paix, il y a bien un suivi. Et le suivi là, se fait à deux niveaux. D'abord, en tant que parent juriste, je suis tenu de suivre cette vieille que j'appelle maman. Voilà, et je suis toujours en contact avec ses parents, les enfants, la vieille elle-même, toute sa famille. Je suis toujours en contact avec ces vieilles. Mais rien que ce matin même, j'ai reçu un message d'un enfant dont la maman a été réinsérée il y a plus de 10 ans. Mais je suis toujours en contact avec cette famille-là. Et au niveau même de la commission, et après une réinsertion entre 3 et 6 mois, nous sommes tenus d'aller rendre visite à la vieille, discuter pour voir comment elle a été reçue, est-ce qu'elle est bien traitée, est-ce que tout va bien. Et aussi, entre 6 et 12 mois, nous sommes tenus encore de repartir une deuxième fois pour une visite post-réinsertion. Alors, ça veut dire qu'il y a des réinsertions. Hein. Partagez avec nous quelques exemples de réinsertion réussies. Oui, ça, si on va discuter sur les réinsertions réussies, je pense qu'on va demander encore 2 autres heures pour ajouter parce qu'il y en a pleinement. Ok. Oui. Et je vais vous prendre par exemple le cas d'une vieille qui a été exclue pendant plus de 60 ans. Elle a été réinsérée. Et quand elle est repartie chez elle, c'est elle qui était la conseillère du chef du village. Malheureusement, elle est décédée il y a moins d'une année de cela. Je pense que c'était en octobre passé, après avoir vécu près de 104 ans. Et à côté de ces exemples de succès, il y a les réexclus. Quelles sont les raisons qu'on avance pour réexclure une personne après médiation? Personnellement, je n'en connais pas. Okay. Personnellement, je n'en connais pas. Parce que nous prenons toutes les dispositions pour que, tant qu'on ne s'assure pas que la femme sera bien traitée chez elle, et on n'ose pas faire une réinsertion. D'accord. Okay. Est-ce qu'au niveau des cas que vous nous avez partagés, il y a des cas qui sont portés devant les juridictions? Jusqu'à présent, à ma connaissance, non, mais c'est toujours possible. Voilà, nous mettons l'accent sur la médiation, la gestion alternative des conflits. Voilà, ce qui fait que nous préférons passer par les médiations, parce que vous savez que quand un problème arrive au niveau de la justice, elle est obligée de trancher. Et pour trancher, il faut dire telle personne a raison, telle personne a tort. Et quand c'est comme ça, la médiation devient difficile a posteriori.
C'est la justice qui s'en charge maintenant. Voilà. Monsieur l'abbé, il y a eu des cas portés devant les juridictions? Non, dans le cadre des activités de la commission justice et paix, non. C'est comme il l'a dit, on prend vraiment le soin de s'assurer que la personne réinsérée va être bien accueillie. On essaie d'impliquer la parenté, par exemple dans la construction de la petite maison dans laquelle elle va habiter. Et cette solidarité qui se manifeste déjà dans le village avant son arrivée est pour nous un gage, n'est-ce pas, que l'accueil va bien se passer. Donc il y a même l'implication des gens du village pour voilà, éventuellement préparer l'arrivée de la dame. Et en général, quand elle revient, ça se passe bien. Surtout quand on a affaire à des personnes très âgées, comme il disait tantôt, qui reviennent et qui connaissent l'histoire du village, l'histoire d'un certain nombre de choses, des relations entre les familles. Ça devient, n'est-ce pas, une personne de référence, une bibliothèque, bon, qui pourrait même, en fin de compte, devenir la conseillère du chef du village. D'accord. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, il y a des textes, hein, est-ce qu'il y a des textes, des dispositions juridiques qui existent en la matière pour protéger ces femmes accusées de sorcellerie? Alors, il y a des textes. J'ai préféré, j'ai amené le code pénal qui contient quelques dispositions. J'ai fait exprès de l'amener parce que ça aura le mérite d'être clair, voilà, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi. Alors voilà ce qui dit le code, hein, c'est l'article 514-1 du code pénal qui dit que l'accusation de pratique de sorcellerie est toute imputation à une ou plusieurs personnes de faits d'ordre magique, comme disait Excellence tout à l'heure, abstrait, imaginaire, surnaturel ou paranormal, qui ne peut être matériellement ou scientifiquement prouvé et qui est de nature à porter atteinte à l'honneur, à la réputation, à la sécurité et à la vie de celle-ci. Donc voilà ce que dit le code et qui dit l'élément matériel de l'infraction se caractérise par tout fait, tout acte qualifié de charlatanisme, d'occultisme, par des rites ou propos, discours ou écrits tendant à accuser autrui d'un ou de plusieurs faits d'ordre surnaturel ou paranormal qui ne peuvent être matériellement ou scientifiquement prouvés. Alors c'est des imputations qui peuvent conduire à des violences, à des exclusions, à des dommages. Et quand c'est comme ça, la répression est beaucoup plus sévère. Donc, c'est prévu par la loi. En tout cas, c'est réprimé par la loi. C'est réprimé, mais le phénomène persiste. Pourquoi? Oui, le phénomène persiste. On l'a dit tantôt, c'est un phénomène à la peau dure. Il y a un travail à faire. Et le travail doit être fait à tous les niveaux. Au niveau de la sensibilisation, c'est comme a dit le parajuriste, il faudrait anticiper les choses, il faut prévenir. Quand on prévient, c'est plus efficace. Quand on en vient à s'attraire devant le juge et que le juge prend une décision en donnant par exemple raison à la femme, bon, vous voyez que c'est difficile pour cette femme de repartir dans le village alors qu'on lui a donné raison contre tout le quartier ou contre tout le village. Voilà. Donc, il est toujours préférable d'anticiper, de faire de la sensibilisation et quand des cas en viennent à se produire, de passer par la médiation. Et puis, bon, à l'impossible, on dit souvent que nul n'est tenu. Voilà. Quand c'est vraiment impossible et que la personne est vraiment menacée, on a même l'obligation, la loi fait obligation à ceux qui ont connaissance de ces choses-là de dénoncer, sinon ils peuvent être poursuivis pour complicité. Voilà. Donc, déjà à ce niveau-là, il y a un travail à faire. Au niveau des leaders coutumiers et religieux, il y a un travail à faire. Voilà, coutumiers et religieux. Bon, le parajuriste parlait tantôt de certains us et coutumes qui bloquent un peu les choses. Voilà, il faut sensibiliser. Et ce que Excellence vient de dire est très intéressant. Comment se fait-il qu'on exclut une femme de son village par allégation de sorcellerie, que cette femme se retrouve dans une communauté comme à Sakula et que les autres personnes qui vivent à Sakula ne meurent pas de sa sorcellerie? Voilà, il faut se poser la question. Est-elle vraiment sorcière ou bien y a-t-il dans cette maison des antidotes qui font que voilà, il faut se poser la question. Peut-être que les leaders religieux, c'est un défi, hein, c'est un défi qui est lancé aux leaders religieux et puis aux coutumiers. C'est un défi. Ben, si nous sommes ce que nous voulons être ou ce que nous prétendons être, nous devons aider les gens plutôt que de les bannir. Voilà. Si le phénomène, on trouve qu'il est réel, combattons-le. Ne combattons pas les personnes, combattons le phénomène. Voilà. Il faut s'en prendre
à ce qui, je dirais, ternit la dignité de la personne, si on en vient à trouver que la personne souffre de ceci ou cela, ce qui n'est pas impossible, c'est plutôt à ça qu'il faut s'attaquer au lieu de s'attaquer à la personne. Exactement. Et ça nous les situe dans notre mission. Ok, voilà. Merci. Alors, je me retrouve à le centre de Luandé. Il n'y a pas que les femmes, hein. Il y a aussi des hommes. Le chef en parlait, qui sont accusés, peut-être une proportion assez minime. Et est-ce que vous en recevez dans votre centre? Oui. Et actuellement, nous avons 5 hommes parmi les femmes. Et je dirais que leur réinsertion est encore plus difficile. Okay. Parce que ceux qui sont là-bas, le plus jeune à 75 ans, et comme les hommes, je dirais, nos grands-parents ne peuvent pas se débrouiller eux-mêmes. Il faut quelqu'un à côté, ce qui fait que leur réinsertion est très difficile. Pour les réinsérer, il faut quelqu'un à côté. Il y a quand même un point commun, hein, c'est l'âge. On n'accuse pas quelqu'un qui a, bon, je ne dirais pas moins de 50 ans, mais pas quelqu'un de jeune. Hein. C'est après 60, 70 ans qu'on accuse. Et nous avons eu quelques cas, 2, 3, qui avaient 45, 48, okay. Mais elles sont toutes rentrées de nos jours et la plus jeune a 52 ans. Okay. Et la plus âgée 95 ans. Wow. Alors, quelles sont vos sources de financement? Comment vous arrivez à prendre en charge ces personnes, ces victimes-là? Et nous avons quelques sources de financement telles que l'action sociale et la mairie et certaines associations et les personnes qui viennent bénévolement d'eux-mêmes. Okay. Voilà. Et comment vous gérez, ça se passe, la gestion du centre? Une administration, comment ça se passe? Et au niveau de l'administration, nous sommes 3. Et la responsable, et moi-même l'assistante et le secrétaire. Et nous essayons de coordonner les activités et de gérer le peu que nous avons. D'accord. Alors ma soeur, selon vous, quelles peuvent être les pistes de solution pour venir à bout de ce phénomène-là qui a la peau dure? C'est comme l'a dit M. l'abbé et son Excellence. Et d'abord, j'appuierai sur la sensibilisation. Et dans l'Évangile, il est dit que nous devons être miséricordieux, comme le Seigneur lui-même est miséricordieux. C'est-à-dire que nous n'avons pas de preuves palpables. Raison pour laquelle accuser vraiment une personne de la sorte, je dirais que ce n'est pas juste. Et ensuite, je parlais de miséricorde tout de suite. Nous voyons que dans certaines ethnies, je ne dirais pas que ça existe, mais en tout cas, ils arrivent à gérer ce phénomène sans exclure. Nous voyons qu'au centre, tous les pensionnaires sont des moussis. Donc je dirais que c'est une honte pour nous. Il n'y a que des moussis là-bas. Alors que dans les autres religions, je dirais que ça existe. Mais ils arrivent à gérer. Donc nous devons être miséricordieux, s'accepter et sans exclure. D'accord. Alors chef, on a tendance à dire qu'il y a des provinces ou des localités où ce phénomène est plus récurrent par rapport à d'autres. Le plateau central. Comment ça se passe? Pourquoi c'est ainsi? J'allais dire que c'est culturel surtout. Ok. Sinon, sous le contrôle de M. Zungrana, on dira que le centre sud est premier. Alors qu'au centre sud, nous n'avons pas un centre où j'allais dire qu'on héberge les exclus. Ailleurs, je sais qu'à Kaya, il y a un centre qui reçoit des exclus. Mais dans le centre sud, je n'en connais pas. Bien. C'est culturel. Tout n'est pas...
La sorcellerie, tout n'est pas magie noire. J'ai bien dit, il y a la magie blanche. Ok. Et pourquoi la magie blanche, on ne parle pas de sorcellerie? Pourtant, c'est de la sorcellerie. Et beaucoup de gens sont restés, j'allais dire, dans leurs coutumes, ça fait que dans ces coutumes-là, il y a de la sorcellerie pure dedans. Parce qu'ils sont restés dans les coutumes. Ailleurs, on ne parle plus de ça. Bon, on ne pense qu'à un autre devin. Et puis bon, on s'accepte dedans. Mais lorsque les coutumes sont toujours mises en exergue, il n'y a que la sorcellerie dedans. Okay. Mais comme nous n'avons pas les preuves palpables, je ne peux pas dire que dans telle région, il y a plus de sorciers que telle région. D'accord. Voilà. Monsieur l'abbé, il y a quand même des chiffres à votre niveau. Quelles sont les localités où on apprend plus sur ces... Non, on ne peut pas parler de statistiques claires à propos de ces pratiques-là, parce que c'est vrai qu'il y a un centre qui existe à Ouagadougou, et nous sommes dans une zone géographique habité beaucoup plus par des mossés. Voilà, donc on ne peut pas dire que parce qu'il y a beaucoup de mossés au centre, c'est une pratique qui se trouve beaucoup plus chez les mossés qu'ailleurs. Voilà, c'est une pratique, je dirais, qui est générale, qui est appréhendée différemment selon les cultures, selon les groupes ethniques. Alors, Excellence parlait tantôt de magie noire, de magie blanche. Voilà, il y en a peut-être qui en trouvent de rouge, il y en a d'autres qui en trouvent de vert ou de jaune. Voilà, donc vous voyez, le phénomène est appréhendé de manière différente. Moi, en tant que prêtre, puisque les gens posent souvent la question de savoir est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce qu'elle existe? Alors, pour dire qu'une chose existe ou n'existe pas, il faut d'abord définir la chose. Et on ne s'entend pas toujours sur la définition de la sorcellerie. Si on ne définit pas ce que c'est que la sorcellerie, comment on peut dire si elle existe ou pas? Voilà. Le phénomène est complexe et on ne tombe pas d'accord sur une définition de la sorcellerie. Du coup, il est difficile de dire si la sorcellerie existe ou elle n'existe pas. Après, c'est comme je dis toujours, moi par rapport à ma foi catholique, je sais que il y a du réel qui n'est pas visible. Voilà. C'est pas seulement le visible qui est réel. Il y a des choses qui sont réelles, mais qui ne sont pas visibles. Voilà. Et ma foi me dit, le credo, la foi de l'Église dit que Dieu a créé l'univers visible et l'univers invisible. Voilà. Il y a des choses qui existent, mais que nous ne voyons pas. Et sur la base de ma foi, j'ai dit, parmi ces entités qui sont invisibles, il y en a qui sont bien, il y en a qui ne sont pas bien. Je me rappelle, j'ai administré le baptême à un enfant, c'était l'enfant de ma prof, ça c'est pendant mes années d'études à l'extérieur, et elle ne savait pas qu'elle venait chez son étudiant pour demander le baptême de son enfant. Voilà. Et quand elle est arrivée, on a commencé, et à un moment donné, elle dit oui, pour le baptême, je suis d'accord, mais la rénonciation à Satan, je ne suis pas d'accord parce que, voilà, c'est des choses du Moyen-Âge, non, il faut enlever ça. J'ai dit, madame, ça fait partie du rite du baptême, et si on ne fait pas ça, je ne pourrai pas baptiser votre enfant. Et donc, pour elle, Satan n'existe pas. Il n'y a de réel que... Mais on a réfléchi ensemble et elle en est venue à reconnaître que, bon, on parle d'énergie positive, énergie négative. Et là, elle commence à croire que, bon, pourquoi pas? Et donc, moi, ma foi me dit, il y a le monde visible, il y a le monde invisible. Et dans le monde invisible, il y a ce qui est bien, il y a ce qui n'est pas bien. Et l'homme peut être un canal, un vecteur de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Voilà. La loi ne définit pas de manière... Le but de la loi n'est pas de définir, voilà, la sorcellerie consiste à faire ci, à faire ça, à faire ci. Non. La loi dit, n'accusez pas quelqu'un de s'être livré à des pratiques occultes ou bien paranormales, ainsi de suite, au point de porter atteinte à sa réputation, à sa dignité, à son intégrité physique, ainsi de suite. Donc, sur le plan religieux, il y a des phénomènes qui existent, qui sont bien, qui ne sont pas bien, mais nous gardons toujours cette posture. Aucun homme ne doit être exclu. S'il y a des phénomènes qui ne sont pas bien, nous aidons la personne à se mettre debout. Et nous sommes toujours dans cette dynamique. Nous restons avec vous. Quelles sont les solutions que vous préconisez pour enrayer le phénomène? Les solutions, je reste toujours sur la sensibilisation. Il faut sensibiliser et il faut mettre l'homme au centre de ce que nous faisons.
Voilà, il faut mettre l'homme au centre de ce que nous faisons. Si c'est un phénomène qui est réel, ou si c'est un phénomène que des gens disent vivre, c'est un défi qui nous est lancé, beaucoup plus aux leaders, aux religieux, religieuses, puisque ces personnes que nous pouvons avoir tendance à exclure nous sont confiées. Si ces personnes nous sont confiées du fait de notre responsabilité, ce n'est pas pour que nous procédions à des exclusions, mais c'est pour que nous les aidions donc à poursuivre la marche avec nous. Voilà. Donc de ce point de vue, je pense que la sensibilisation et les médiations, voilà, ça peut aider à régler le problème. Alors chef, que font les coutumiers pour éradiquer ce phénomène? C'est comme le commun des mortels, c'est la sensibilisation. À la marge de la sensibilisation, il faut travailler avec les gens à ce qu'il y ait cette cohésion sociale. La vie est étagée. Il y a des enfants jusqu'à 15-18 ans. Il y a la classe de 18 ans à près de 50 ans. Et il y a l'autre frange, plus de 50 ans en allant. Il faut travailler à ce que ces personnes âgées qui sont toujours incriminées soient au centre de tout ce que la jeunesse fait. Parce que vous n'allez pas voir quelqu'un de 60 ans accuser quelqu'un de 75 ans de sorcellerie. C'est plutôt la frange qui est au milieu là, qui porte toujours les accusations. Donc toute cette cohésion sociale-là, il faut que toute cette classe-là se retrouve chaque fois pour ce qu'il y ait des activités. Et vous vous rendez compte que c'est les zones semi-rurales et rurales qui ont toujours ces aspects-là. Et lorsqu'il y a cette cohésion sociale, ces différentes accusations-là battent en brèche, quoi. Voilà. Donc, il n'y a que la sensibilisation, il y a qu'il faut aider les chefs coutumiers aussi. Parce que des fois, nous ne sommes pas aidés. Comment? Vous vous rendez compte qu'on nous accuse tout le temps que qu'est-ce que vous avez fait et puis c'est arrivé là. Il faut que les gens acceptent de vous écouter d'abord. Voilà. On vous donne le pouvoir et vous n'avez pas le pouvoir. On dit vous avez le pouvoir, mais ce qu'il faut pour exercer le pouvoir, là, vous ne l'avez pas. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et donc, il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Et lorsqu'on dit de sensibiliser, il faut des moyens pour sensibiliser. Il faut des images. Par exemple, tout de suite, quand on présente ces images-là, ça peut marquer. C'est plus parlant. Lorsque tu vas t'arrêter, parler, tu vas partir. Mais quand ils vont voir l'image, ils vont écouter, ça pénètre plus. Mais comment on fait pour avoir ces images? Comment on fait pour avoir ces audios? C'est difficile. Il faut quelque chose pour pousser à quelque chose. D'accord. Voilà. Je pense que pour terminer, quelques mots, avant qu'on passe la parole, nous sommes pris par le temps. D'accord. Ok, merci. Je voudrais demander à ce que les gens se rendent compte que nous sommes en train de s'auto-détruire. On est en train de créer des fossés entre des gens, entre des communautés, pour finalement ne rien avoir. Vous n'avez plus votre homme que vous avez exclu, vous n'avez plus celui que vous avez enterré. Il y a matière à réfléchir. D'accord. Et si réellement il y a cette sorcellerie, pourquoi les autorités ne peuvent pas mettre en place des commissions pour voir la question réellement? C'est ce que j'ai dit. Il y a une positivité dedans. Lorsque même quand c'est invisible, on peut étudier ça. Les paracomportements existent. Monsieur l'abbé ne dira pas le contraire. Oui, il faut étudier la sorcellerie. Et je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y a une université. Je prends le Mali où il y a une université. Il n'y a qu'on parle de la sorcellerie. Et lorsque on fait ces enseignements, on peut arriver à comprendre et à maîtriser la chose. Pourquoi ne pas aller vers ce sens? D'accord. Donc vous aurez compris. Ma soeur, pour terminer, des interpellations, un cri de cœur. Et je reviens toujours à ce que j'ai eu à dire. Et je demande à ce que nous soyons miséricordieux les uns envers les autres. Ne pas juger, s'accepter tel que nous sommes. Voilà. Et je dirais que la vie sera encore meilleure que de chasser, que d'exclure. Et
je profite aussi de lancer ce cri de cœur à toute personne de bonne volonté et pour dire que le centre compte vraiment sur l'aide de toute personne de bonne volonté. Nous avons besoin de vivres, de soins médicaux, de vêtements, car il y a certains qui arrivent sans rien. Dès qu'on les chasse, voilà, ils arrivent au centre sans rien. Et nous devons tout faire pour qu'ils puissent être habillés. Bon courage. Monsieur Zungrana, oui. Pour terminer, interpellation. Et premièrement, je vais interpeller l'État à ce qu'il prenne ses responsabilités. Voilà, nous sommes tous dans la recherche de la paix présentement. On ne peut pas aller à la cohésion sociale s'il y a une frange de la population qui est exclue. Deuxièmement, je vais interpeller les leaders communautaires afin qu'ils prennent leurs responsabilités aussi en aidant à combattre ce phénomène. Parce que dans beaucoup de milieux, on sent que si le chef coutumier dit non, c'est non. Mais si le chef coutumier lui-même se permet d'accompagner, ça pose problème. Ça augure de bon espoir. Alors, Monsieur l'abbé. Oui, je vais d'abord dire merci à la RTB qui nous offre cette occasion de nous exprimer et puis de présenter ce que fait la commission justice et paix. C'est vrai qu'on nous a toujours dit que nous faisons des choses et on n'en parle pas. C'est des questions souvent sensibles que nous traitons, mais là on a l'occasion d'en parler. C'est aussi la sensibilisation que nous faisons par ce canal et nous voulons dire un grand merci à la RTB. Merci à Excellence qui nous accompagne. Ce n'est pas la première fois qu'il est à nos côtés pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Merci pour au centre de l'OND et puis merci aux parajuristes qui constituent le fer de lance de ce que fait la commission justice et paix. Et à la suite de la sœur, je voudrais inviter toutes les bonnes volontés à accompagner les structures qui aident ces femmes-là, qui les accompagnent dans leur détresse. Et je dirais, pour ce qui revient à l'aspect religieux, moi je pense qu'on a dit qu'on a mangé son âme. Non, Jésus a dit, ne créez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent rien faire à l'âme. Voilà. Donc moi, ma foi me dit que mon âme est immortelle. Voilà. C'est Dieu seul qui. Voilà. Donc le corps peut peut-être périr à un moment donné, mais l'âme est immortelle. Donc les femmes là ne mangent pas les âmes des gens. Voilà. Les femmes ne mangent pas les âmes des gens. De façon reculée, on entend mangeuse d'âme. Mangeuse d'âme. Voilà. Bon, il y a des gens qui se disent croyants, même qui disent que manger l'âme. Manger l'âme, bon, voilà. Donc, en tout cas, un grand merci. Et nous souhaitons que la RTB continue de nous accompagner dans ce que nous faisons pour rendre service à la société. D'accord. Merci également à vous. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de cette émission sur l'exclusion sociale par allégation de sorcellerie. Je rappelle que sur ce plateau, nous étions avec Monsieur l'abbé Herman Ouedraogo, qui est à ma droite. Il est le secrétaire général de la commission épiscopale Justice-Paix du Burkina. Nous étions également avec ma sœur Germaine Sawadogo, assistante pastorale du centre d'Elwandé. Nous avons également reçu sur ce plateau Monsieur Maxime Zungrana, un parajuriste. Merci d'être venu. Et également le chef coutumier Naba Sigri, il est le chef de canton de Pawam Touré, c'est à Touessé, dans le Bazega, c'est bien ça? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de la RTB. Bonsoir.